Bonjour Raphaël Chevrillon-Guibert. Bonjour Laure Lemeil. Nous sommes entrés dans la deuxième semaine des affrontements. Les premiers tirs et les premières explosions ont résonné dans Khartoum le 15 avril. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de la situation très globalement? Alors malheureusement, l'évolution est dramatique. Tout le monde avait espéré que cette violence, cette irruption de la violence très improbable en fait, puisqu'on était à un moment de négociation où au contraire les militaires étaient censés trouver une issue pour redonner aux civils la main sur la transition. Tout le monde avait espéré que l'éruption de violence soit courte en durée. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas et que les combats continuent largement dans la capitale et de quoi prendre en otage plus de 5 millions de Soudanais qui ne savent pas trop quoi faire et des positions qui ne sont pas bien claires, mais des grandes villes très, très, très touchées. De nombreux pays ont évacué leurs ressortissants et aussi leurs diplomates. Apparemment, c'est plus facile de faire pression sur les belligérants si les diplomates ne sont plus sur place. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est plus simple dans ce cas et surtout dans la situation actuelle qui est celle du Soudan? Sans être dans le secret même des coulisses de l'État, c'est vrai qu'on imagine assez aisément que du point de vue des ministères des Affaires étrangères étrangers, la priorité est d'abord la sécurité de leur personnel et du coup d'avoir des personnels sous pression, sous des balles en fait très concrètement, puisque là, même les ambassades, les gens ont été touchés. Hein. On a eu un diplomate européen qui a été touché, on a eu d'autres diplomates qui ont été touchés lors des évacuations. Il est difficile, sans apaisement, de pouvoir avoir une discussion qui permette de négocier et notamment de pressuriser dans un sens ou dans un autre. Donc c'est ce qui me paraît être la logique d'une évacuation pour pouvoir mieux ensuite essayer de faire avancer les dossiers dans un sens ou dans un autre. Et est-ce que, après cette période d'accalmie donc qui permet les évacuations, est-ce que, ça pourrait, être une raison, donnée aux généraux d'intensifier les combats? On peut le craindre et en même temps, on voit bien que ce soit le général Bourhan ou Hemeti, là, le général Mohamed Adam Dagalo, celui qu'on appelle Hemeti, tous deux cherchent à quand même maintenir une image internationale qui soit présentable. C'est-à-dire, ils se rejettent l'un et l'autre la faute sur qui aurait déclenché les hostilités, sur qui aiderait ou non les convois d'évacuation. Donc on sent bien qu'il y a une volonté des deux belligérants de rester des personnes respectables du point de vue de la communauté internationale, du point de vue du coup des médiations. Du coup, bien évidemment, sans diplomate, on peut imaginer que les choses continuent, mais par contre qu'elles s'intensifient pour cette raison-là, je ne pense pas que ce soit une raison particulière. On voit bien que la course à l'intensification, elle est vraiment liée à cette compétition interne entre ces deux généraux qui veulent le pouvoir, beaucoup plus qu'au positionnement de diplomates internationaux qui étaient présents. On a bien vu que ça n'a pas limité les attaques, notamment sur les convois diplomatiques, donc ça risque pas forcément d'augmenter la violence. Par contre, du point de vue de l'extérieur, il est possible que l'intérêt soit moindre, qu'on ait moins d'informations, et c'est ça qui est à craindre en fait. Et pendant que, les pays du monde entier se bousculent pour extraire leurs citoyens, il y a quand même des millions de Soudanais qui se débrouillent tout seuls dans leur pays ou qui tentent de fuir, par exemple au Tchad, qui est le pays voisin. Quel regard on peut porter sur cette situation? Qui peut, véritablement aider les Soudanais? Vous avez raison, c'est bien ça le côté totalement dramatique de l'affaire, c'est qu'on a l'armée régulière comme ces paramilitaires qui avaient été eux aussi intégrés à l'appareil de sécurité officiel de l'État, qui se retrouvent à faire exactement le contraire de leur mission initiale, c'est-à-dire protéger les civils. Donc on a des civils totalement pris en otage par ces deux belligérants qui, dont l'escalade des combats font qu'on a de plus en plus de pertes civiles qui ne sont pas visées directement. Donc on voit bien des convois qui s'organisent aussi tant bien que mal pour sortir de la capitale, pour sortir de certaines grandes villes. Après, dans des zones comme le Darfour, qui était déjà très instable, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de banditisme, de pillage. Et on sent bien que là, les tensions sont beaucoup plus fortes et pour les civils, les gens sont beaucoup plus pris en otage de cette surajout de conflits dans la partie Darfour. Et justement, ben, vous parlez du Darfour. Est-ce que, la situation peut empirer, en fait, précisément, à cet endroit? Au Darfour, très vraisemblablement, c'est possible puisque déjà on avait une paix toute relative avec beaucoup
d'incidents armés, de pillages. Donc on avait une zone très peu développée, très faible économiquement, avec beaucoup de banditisme, des gens qui depuis plusieurs années, en gros depuis la guerre au Darfour, sont pour certains déplacés dans des camps qui sont devenus des villes et qui avaient déjà du mal à revenir sur leurs terres pour leur agriculture de subsistance et qui là encore vont encore avoir plus de mal encore à le faire. Donc là, on imagine vraiment les tensions que peuvent provoquer le conflit actuel, plus l'arrivée de gens qui vont fuir les zones de combat. Donc oui, pour la partie Darfour, on peut vraiment craindre que les choses s'aggravent. Pour le reste du pays, évidemment, on peut aussi craindre que les combats continuent et que du coup les dommages sur les civils s'aggravent également. Après, ce qui est d'une certaine manière rassurant, tout est relatif, hein, c'est de voir combien les partis politiques civils, combien même les groupes armés darfouriens ont décidé de ne pas prendre parti. Pour l'instant, très clairement, la guerre ne concerne que ces deux généraux et ces segments de l'armée. Elle ne concerne pas l'essentiel de la classe politique et du reste du pays. Et ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir parce que ça met à distance l'idée d'une descente dans une guerre civile. On peut se réjouir, mais est-ce que la situation peut changer? Est-ce qu'ils pourraient prendre part? On peut, voilà, c'est toujours difficile et j'ai pas envie de jouer les Cassandres. Pour la partie Darfour, évidemment, ce jeu sur les identités ethniques et tribales peut être mis en avant et on voit bien que c'est notamment quelque chose que tente de mettre en avant Emeti et tout le groupe des Rapid Support Forces, qui sont des gens venant du Darfour, qui disent combattre pour les périphéries, pour les civils contre les gens du centre. Mais pour l'instant, en tout cas, dans les discours des uns et des autres, la sauce ne semble pas prendre. Raphaël Chevrillon-Guibert, je vous remercie pour vos réponses sur le sujet Je vous remercie aussi. et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.